Contrairement à nos autres cousins primates, la plupart des gens disposent de voûtes plantaires. Elles nous aident à nous déplacer. Cette voûte plantaire agit comme un amortisseur intégré pour nos pieds. C'est ce qui nous permet de rebondir. Mais il en existe une autre. Il s'agit de l'arche transversale, qui s'étend d'un côté à l'autre sur le dessus du pied. Tu peux voir cela comme un pont qui aiderait à maintenir ton pied dans sa forme. Les recherches montrent que cette arche est également importante, car elle est responsable d'environ 40% de la rigidité du pied. En d'autres termes, il s'agit de l'échafaudage qui maintient le pied en place. Lorsque des chercheurs en médecine ont disséqué cette arche transversale, le pied a perdu beaucoup de sa fermeté. En revanche, lorsqu'ils ont incisé la partie inférieure de la voûte, la perte n'a pas été aussi spectaculaire. S'agit-il donc d'un phénomène propre à l'homme moderne? Non, ces arches ne datent pas d'hier. L'arche transversale existe depuis près de 3 millions d'années, et l'arche médiale est apparue il y a environ 1,8 million d'années. Autant nous attarder sur un autre élément de nos pieds avant de passer à d'autres parties. Le petit orteil est, lui aussi, plus important qu'il n'y paraît. Que tu en sois né dépourvu ou que tu l'aies perdu par accident, tu pourras toujours marcher. Mais ces petits doigts sont importants pour nous permettre de tenir debout. Ils assurent de l'équilibre. À l'intérieur de ton pied se trouvent 26 os qui s'associent pour t'empêcher de basculer. Le petit orteil fait partie de ce travail d'équilibre. Nos ancêtres, les grands singes, avaient besoin de leurs orteils pour s'agripper, griffer et se balancer aux arbres. Aujourd'hui, nous avons troqué nos talents de grimpeurs contre des canapés confortables et des séries télévisées. Bon, regardons un peu plus haut et parlons de l'appendice. Tu pourrais penser qu'il ne sert à rien, mais non. Lorsqu'un être humain est dans le ventre de sa mère, cet organe entame déjà son travail. Vers la 11e semaine de développement, il commence à produire des cellules spéciales qui relâchent des hormones et des composés utiles. L'appendice contribue à l'entraînement des troupes de notre système immunitaire, veillant à ce qu'elles forment une défense de premier ordre. Il recueille également toutes sortes de substances étrangères, appelées antigènes, provenant de notre tube digestif. Pourtant, au fur et à mesure de l'évolution des régimes alimentaires, ce morceau a rétréci comme une baudruche qui se dégonfle. Contrairement à la plupart des autres structures vestigiales, l'appendice n'est pas toujours inoffensif. Il peut se transformer en un véritable calvaire. À propos, les organes vestigiaux sont ceux qui ont perdu leur fonction ancestrale principale. La plupart du temps, ces structures n'ont plus d'utilité apparente. Un autre exemple vestigial célèbre est celui des dents de sagesse. Elles sont inutiles et nous causent des problèmes depuis des lustres. Pourtant, près de 95% d'entre nous en ont. Et 90% d'entre nous pourront même être confrontés un jour ou l'autre au désagrément d'une dent de sagesse incluse. Si tu n'en as pas, tu peux t'estimer heureux. Et voici un autre fait intéressant concernant les dents de sagesse. Même si tes dents sont recouvertes d'un minéral plus tendre que celui des dents de requin, de nouveaux tests montrent qu'elles sont tout aussi résistantes. Le revêtement des dents de requin est en fait d'une dureté similaire à celle de l'émail d'une dent de sagesse humaine. Cela s'explique par le fait que leurs surfaces sont constituées de cristaux minéraux maintenus ensemble par des protéines. Celles-ci les empêchent de se briser facilement en cas d'impact. La différence entre l'usage que nous faisons de nos dents et celui qu'en font les requins tient donc de leur conception, et non de leur dureté. Des anthropologues ont examiné d'anciens squelettes. Ils pensent que nos ancêtres avaient besoin de ces dents supplémentaires pour mâcher des aliments durs, comme des racines et de la viande crue. À l'époque, ces dents supplémentaires étaient très utiles. Mais nous avons découvert la cuisine et, soudain, nos aliments sont devenus plus tendres et nos mâchoires plus réduites. Les généticiens ont leur propre point de vue sur la question. Il s'agit d'un gène appelé MIH16, qui semble jouer un rôle à la fois dans la taille du cerveau et dans les caractéristiques de la mâchoire. Cependant, le rôle exact qu'il a pu jouer dans l'histoire de notre évolution reste un peu mystérieux. Maintenant, une autre chose inutile est notre paupière. Enfin, pas la paupière normale. On parle de ce petit truc rose qui se cache au coin de l'œil. Les oiseaux et d'autres animaux à fourrure s'en servent pour repousser la poussière et les débris qui pourraient endommager leurs yeux. Mais chez nous, les humains, elle est en grande partie vestigiale. Voici le muscle long palmaire. Environ 85% d'entre nous le portent encore, et peut-être l'as-tu toi aussi. Tu peux le tester en posant ta main sur une surface plane et en faisant se toucher ton auriculaire et ton pouce. Si tu aperçois un petit groupe de tendons qui font des pirouettes au milieu de ton poignet, c'est que tu l'as trouvé. Il servait à saisir des objets et à se balancer comme Tarzan. Poursuivons avec l'astuce de la préhension. Avant même de naître, vers la 16e semaine de ton séjour dans le ventre de ta mère, tu t'entraînes déjà à t'agripper. Tu commences par saisir ton cordon ombilical.
Lorsque tu arrives enfin dans le monde, ce réflexe t'aide à t'accrocher. Fait amusant. Les petits singes peuvent se suspendre d'une seule main pendant des lustres, grâce à une astuce similaire. En revanche, nous, les humains, perdons cette super préhension vers l'âge de 3 mois. Lorsque tu es encore en gestation, tu as aussi une mini-queue. Mais au fur et à mesure que tu grandis, elle disparaît et ces minuscules vertèbres deviennent ton coccyx. Les humains et nos cousins les grands singes n'ont pas de queue, contrairement aux autres animaux. Nos oreilles aussi ont des muscles vestigiaux. Ils permettent aux animaux de mieux entendre et d'exprimer certains sentiments. Mais chez l'homme, ces muscles de l'oreille ne servent pas à grand-chose. Nous avons trouvé d'autres moyens d'écouter et de montrer nos émotions. Pourtant, certains d'entre nous peuvent encore remuer leurs oreilles avec un peu d'entraînement. Il est surprenant de constater que les ongles des orteils font également partie des éléments vestigiaux. Ils constituent la première ligne de défense, car ils protègent le corps contre les micro-organismes nuisibles. Au cours de notre évolution, nous avons utilisé les ongles de nos mains et de nos pieds pour nous défendre, creuser et grimper. Dans le monde moderne, les ongles nous viennent encore en aide, que ce soit pour éplucher un fruit ou pour la douce sensation de gratter une démangeaison. En revanche, les ongles des pieds ont pris leur retraite. Mais on peut toujours leur appliquer du vernis à ongles. Pour l'amour du style, ils conviennent certainement à de nombreuses personnes. Les humains ne sont pas les seuls à avoir des membres ou des organes inutiles. En 1798, un anatomiste a examiné un oiseau singulier incapable de voler et a consigné ses observations. Cette espèce aviaire n'était autre que l'autruche. Les autruches et les casoars ne sont que quelques-uns des exemples d'oiseaux à posséder des ailes vestigiales. D'un point de vue anatomique, il s'agit d'ailes rudimentaires, incapables de permettre à ces créatures corpulentes de voler. Pourtant, elles ne sont pas totalement dépourvues de fonction. Elles servent à maintenir l'équilibre pendant les courses rapides. De plus, elles permettent d'élaborer des parades nuptiales, aidant ces oiseaux à attirer des partenaires potentiels. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'animaux, beaucoup d'entre eux brillent aussi. Environ 76% des animaux marins, y compris les méduses, les vers, les requins et les étoiles de mer, sont bioluminescents. Ils présentent une molécule appelée luciférine, qui réagit avec l'oxygène pour créer de la lumière. Pour eux, cette lueur sert à confondre les prédateurs, à attirer les proies ou à avertir les autres d'un danger. Nous aussi, les humains, pouvons briller. Malheureusement, cette lueur est très faible et nos yeux ne peuvent pas la voir. Notre corps émet de la lumière, mais celle-ci est environ 1000 fois plus faible que ce que nos yeux peuvent détecter. Les scientifiques ont découvert que cette lueur changeait tout au long de la journée. Elle est la plus faible le matin et la plus brillante en fin d'après-midi. Notre visage brille plus que le reste de notre corps. On pense que cela est dû au fait que notre visage est davantage exposé au soleil et qu'il contient de la mélanine, dont les composants peuvent stimuler la production de lumière. Certaines facultés uniques nous distinguent du reste du règne animal. Savais-tu par exemple que l'homme était le seul animal capable de rougir? Il semblerait que nous ayons l'exclusivité de ce phénomène aux joues roses. Lorsque nous nous trouvons dans une situation embarrassante, nos vaisseaux sanguins se dilatent et c'est ce qui nous fait rougir. La gêne est une émotion assez complexe. Il s'agit de comprendre ce que les autres pensent de nous et c'est peut-être trop complexe pour d'autres animaux. Il est intéressant de noter que les wakaris chauves sont des singes également capables de rougir, mais sans y accorder le même sens. Pour eux, c'est une preuve de bonne santé. En parlant de bonne santé, il nous faut rendre hommage à nos entrailles. Celles-ci comprennent l'estomac, le foie et bien d'autres choses encore. On les appelle souvent notre second cerveau. Ce dernier possède son propre système nerveux, fort d'une centaine de millions de messagers qui envoient des informations au reste de ton corps. Même si la connexion entrailles-cerveau se trouve coupée, celles-ci continuent à opérer. Elles assurent ainsi le fonctionnement autonome de ton système digestif.